temps pour nous et pouvoir également dire un mot sur la visite à Moscou d'une délégation malienne conduite par son chef de la diplomatie. Nous parlons du ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Une visite pleine de retombées à l'image justement de ces centrales nucléaires et solaires qui devraient visiblement voir le jour. Le Mali et la Russie ont donc convenu de renforcer leur coopération dans le domaine de l'énergie avec la construction de centrales nucléaires et solaires au Mali. L'annonce a été faite par le ministre malien des Affaires étrangères aux médias russes Sputnik. Cette déclaration du ministre Abdoulaye Diop s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé en octobre 2023 entre Bamako et Moscou sur la coopération dans les domaines de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Nous parlons donc de ces centrales nucléaires. Voici exactement ce qu'a déclaré le ministre Diop à nos confrères, ou du moins auprès de nos confrères du média russe Sputnik. Il est décidé d'aller vers la construction de centrales nucléaires pour renforcer le mix énergétique du pays, mais en tout cas, à court et à moyen terme, il est surtout question de mettre en place 2 centrales solaires pour pouvoir répondre aux besoins du pays. Fin de citation. Professeur Serge Soro, 2 centrales nucléaires solaires, oui, ça c'est à court et à moyen terme, mais à long terme des centrales nucléaires du côté du Mali. Forcément, on va dire que aujourd'hui, clairement, la relation de coopération entre la Russie et le Mali est sur de bons rails, c'est une évidence. Mais pour quelles réelles implications géopolitiques, voire géostratégiques? Bon, disons qu'il s'agit d'abord de survie. Il faut, j'espère que c'est vrai et qu'ils iront jusqu'au bout, il faut encourager le Mali dans cette voie et tous les autres pays de l'AES. Peut-être le faire de manière concertée. Parce que vous savez, la question de l'énergie est celle, après la défense, qui permet à une nation de se poser, de se construire. Vous ne pouvez pas faire des industries si vous n'avez pas d'énergie. Mais au-delà de ça, dans cette zone, il faut qu'on rappelle aux gens que le Niger est à côté et qu'ils se souviennent d'un certain Amani Diori. Les gens ne savent pas qui a fait le coup d'État contre Amani Diori. C'est la France qui a fait assassiner Amani Diori. Parce que ce monsieur avait demandé qu'on ne peut pas fournir le monde actuel, qui est le nucléaire, à la France, et le pays qui fournit n'a pas une centrale. Donc il avait osé demander 2 choses. Premièrement, qu'on utilise une partie de l'uranium pour créer au Niger une centrale qui va fournir de l'électricité. Et que la France accepte que le prix de la tonne d'uranium soit révalorisé. Le jour où il a assassiné, je crois en 1974, la veille de l'assassinat, il avait obtenu le rendez-vous pour aller discuter de cette chose avec le président français et finaliser l'accord. C'est ce jour-là qu'on l'a assassiné. Et celui qui l'a remplacé, Séni Kounché, a mis de côté cette négociation pour continuer sur la vieille formule. Ceci vous montre à quel point, si ce que les Maliens ont fait là est vraiment mené à bout, le Mali a compris l'enjeu. Et je peux aller plus loin et dire aux gens que le Cameroun même, actuellement, tous les problèmes d'énergie que nous avons là, les gens ne savent pas qu'ils sont liés à la France. Ce n'est pas quand les gens bavardaient autour des néo de AES-ONEL. Les gens ne savent pas qu'entre 63 et 65, quoi, le 2e plan, le 3e plan quinquennal, le Cameroun avait demandé une évaluation de tout son potentiel énergétique. Et si on vous révèle les chiffres, vous allez vous suicider. Le Cameroun, après avoir fait cette étude-là, c'est là qu'Amadou Ahidjo avait décidé de nommer Niat Ndifendi, directeur de la première société EDC, qui deviendra Sonel. Et Sonel a poursuivi cette étude. Et lorsque la première étude est finie, vers les années 70, il nomme donc Niat et il nomme Paul Biya, l'excellence Paul Biya, qui est là, était... Le choix avait été que le Cameroun devienne la source d'énergie de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que l'évaluation qui est faite montre que la production du Cameroun suffit à alimenter toute l'Afrique centrale. Et qu'avec
on n'a même plus besoin de vendre les matières premières. Allez, vous prenez les 200 millions d'habitants que nous serons bientôt là. 9 francs qui était en 82, voilà le prix auquel on avait calculé. Le prix de revient 9 francs. Donc on pouvait vendre le courant actuellement au Camerounais entre 15 et 20 francs. Vous imaginez quel potentiel ça représente pour la force de travail des Camerounais. Toutes nos petites unités qui travaillent là et qui perdent énormément d'argent à payer le courant, à acheter du gazole pour mettre dans les groupes électrogènes. Vous imaginez ce que nous perdons en termes de milliards de francs CFA qu'on aurait pu mettre ailleurs pour rendre nos pays plus beaux que la Suisse. C'est donc ce problème-là que le Mali est en train de vouloir résoudre. Et je vous garantis que cette démarche malienne, on ne peut même pas l'évaluer actuellement. Les gens vont parler, si le Mali dit là qu'ils mettent 1000 ou 2000 milliards, les gens vont commencer à dire que c'est beaucoup. Je dis c'est rien, ça ne représente pas 1% de ce qu'ils vont gagner. Ça ne représente même pas 20% de ce qu'ils sont capables de faire à l'état actuel. Donc, le Mali. Mais mieux encore, est-ce que les gens s'imaginent ce que représente l'énergie actuellement? Actuellement, l'économie est en train de se virtualiser. Et le virtuel est une grande machine énergivore. Vous n'imaginez pas les milliards qu'on dépense. Je vais vous faire une autre révélation. Vous savez pourquoi depuis là on ne lance pas les grands barrages au Cameroun? Parce que les États-Unis sont venus intervenir dans le processus en se disant qu'ils vont alimenter le Caire et le Cap. Ça c'est un vieux colonial, c'est pour ceux qui savent. Cecil Rhodes avait dit qu'il veut relier ces colonies du Cap et du Caire. On veut les relier sur le plan énergétique. Et quel est le bassin qu'on a choisi? On a choisi le bassin du Congo. C'est pour ça qu'après le grand Inga 2, ils veulent renforcer, ils veulent ajouter d'autres éléments de production autour du barrage d'Inga. Parce qu'après le barrage d'Inga, c'est le Cameroun qui a le deuxième potentiel. Mais comme le Cameroun n'est pas totalement sous contrôle, parce que la population camerounaise, elle a fait ses choix et les gens les connaissent. C'est développer l'Afrique pour les Africains d'abord et prioritairement, si possible, avec les Africains. Ce n'est pas le cas chez les autres. Donc, c'est pour ça que les États-Unis insistent pour que les Camerounais n'engagent pas le véritable élément de révolution énergétique. Et c'est pour ça que de faire les barrages qui sont prioritaires, c'est-à-dire Grand Ouin, Petit Ouin et Vouri, on est allé faire perdre de l'argent aux gens sur Lompanga et sur Menvele. Natigal est dans le programme, mais est-ce que Natigal sera fait comme avant? Jusque-là, le Cameroun est sur la marche. Mais le Mali, ce que le Mali est en train de faire sur le nucléaire, va plus loin. Parce que le nucléaire est un fort gisement maintenant sur le plan des alliages futurs, à la fois sur le plan militaire et sur le plan civil. Vous savez que les résidus d'uranium font un matériau tellement résistant et tellement puissant que, par exemple, pour l'armée, les sous-munitions à uranium percent presque tous les blindages. Vous imaginez si le Mali se positionne seulement sur les résidus issus ça pour fabriquer des munitions, les sous-munitions pour l'armée, pour les armées africaines. Imaginons que le Mali soit simplement déjà à la phase 1 de sa centrale. Personne ne voudra plus du terrorisme au Sahel. Parce qu'on saura que là maintenant, il y a des gros risques, y compris pour les nations occidentales. Personne ne parle de la Corée du Nord. Hein. Vous avez déjà entendu quelqu'un parler fort à la Corée du Nord depuis là? Grâce au nucléaire. Personne ne leur parle. Donc, ce que le Mali veut faire, même si on n'arrive pas à l'arme nucléaire, ça va pacifier tout le petit désordre néocolonial qu'on entretient. Parce que, en dehors et les deux sont liés. Vous voyez, le premier élément que vous avez évoqué qui est Haïti. En fait, si vous regardez, l'Europe a décidé que l'Afrique ne va jamais appartenir aux Africains. D'ailleurs, ils avaient décidé qu'ils vont tuer les Africains, tous les Africains. Il ne faut pas que les gens se cachent. L'opération était d'exterminer les Africains pour faire de l'Afrique un jardin pour l'Europe. Et ça, ils n'ont jamais abandonné ce projet. Il faut que les gens le sachent. Parce que quand on parle souvent, on croit que c'est de la blague. Non. C'est bien en Afrique qu'on a tenté tous les génocides après la traite négrière pour prendre possession. C'est bien en Afrique qu'on a décapité et coupé les bras aux ouvriers. Et dans les autres continents où l'Europe est allée, on a vu ce qui est arrivé. L'Amérique, là, les États-Unis, là, c'est les Européens, non? Ils ont mis les Indiens où? Ils les ont assassinés. Donc, comme l'Afrique a résisté, il faut maintenant que la génération d'actuelle et celle qui viendra intègre que l'Afrique doit se défendre
et doit se défendre de manière la plus virulente, parce qu'il y va même de la conception spirituelle du monde. Quand vous avez toléré le mal, quand vous avez essayé de le cantonner et qu'il persiste, on l'éradique. Les Africains, vous savez, nous on n'a pas connu de prison à la mode de prison qui déshumanise comme l'Occident nous l'a apporté. Hein. Les Africains ne connaissent pas ces sanctions ou parce que quelqu'un a volé un porte-monnaie ou un port, on le met dans un cachot, il commence à tourner comme une bête. On ne mettait entre quatre fers que les gens qui ont porté atteinte à la vie humaine. Comme on dit en Bassa, quand on te mettait dans le cac, c'est que là tu as voulu tuer quelqu'un. Pour les autres délits, on savait comment les régler. On gardait l'esprit humain en sanctionnant. C'est le leucoderme qui tue pour rien. Il veut sourire, te dit de sourire, tu ne souris pas, il te tue. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Mais, comme ils nous montrent qu'ils ne peuvent pas entendre notre langage, il faut qu'on passe à l'étape supérieure. Et c'est vers cette étape que le Mali est en train d'aller. Moi, je pense que comme le Mali n'est pas seul, il faut que le Niger, la Guinée et le Burkina rentrent dans la même dynamique. Parce que ce que 2 ou 3 centrales pourraient suffire à électrifier toute la région. Et ils pourraient s'appuyer. Ils ont aussi un potentiel hydroélectrique. Ils pourraient s'appuyer après. Parce que derrière, l'élément qui va être déclenché derrière, c'est le développement agricole que ça apporte. Nous avons des problèmes de gestion de notre agro-industrie parce que nous avons un gros déficit énergétique. Nous n'avons pas de quoi. Et il coûte très cher. C'est des pays où il fait chaud. Ils auront besoin de rafraîchir certains espaces. Mais actuellement, ils ne peuvent pas le faire parce que l'énergie électrique coûte très cher. La chaleur leur coûte très cher. Donc, c'est une solution viable. Après la sécurité, après le développement agricole, il leur faut l'énergie. Et le Mali est en train de faire le pas qu'il fait. Sauf qu'il faut rester éveillé. Aucun pays ne viendra faire votre bonheur. Donc même la Russie vient pour ses intérêts, mais il faut qu'on sache tirer parti de cette période transitoire où la Russie a besoin de marcher avec l'Afrique pour changer la face du monde, qui est une face très hideuse. Sommes-nous en train de franchir une nouvelle étape, patient parfum d'homme, dans la souveraineté énergétique, non seulement au Mali, mais également au Burkina Faso ou encore au Niger, quand on se souvient surtout que lors du dernier sommet Afrique-Russie, le président Ibrahim Traoré avait également fait part à son homologue russe, Vladimir Poutine, sa volonté de voir une centrale nucléaire installée du côté du Burkina Faso. Sommes-nous en train de franchir un cap aujourd'hui dans ce processus de souveraineté énergétique, patient parfum d'homme? Je pense que la nécessité d'aborder cette question de souveraineté énergétique n'est plus à démontrer. On voit très bien que sans énergie, il n'y a pas de développement possible. Le docteur Soro a épilogué longtemps là-dessus et nous avons plusieurs sources. Nous avons, pour ceux qui sont dans les zones comme celle du bassin des Congo, nous avons la possibilité de déclencher l'énergie hydraulique. Ceux qui sont dans les zones sahéliennes et même désertiques, nous avons la possibilité d'avoir de l'énergie à partir de la technologie de photovoltaïque, n'est-ce pas, qu'on appelle l'énergie solaire, parce qu'on l'oublie souvent un peu. Le soleil, c'est la plus grande centrale nucléaire de toute l'humanité. Elle est, de toute façon, tant qu'il y aura le soleil, vous aurez de l'énergie. Donc il faut aussi, sur le plan technique, technologique et scientifique, mettre l'accent sur la formation de nos jeunes dans ce domaine-là pour continuer d'innover dans ce secteur. Le Mali est très grand, mais une bonne partie du Mali est c'est presque le désert. C'est un taux d'ensoleillement pratiquement 24 heures sur 24, 365 jours pour 365 jours dans toute l'année. Donc il peut y avoir de vastes champs solaires et qui vont réduire suffisamment le déficit qu'ils ont en production énergétique. Maintenant, la production à travers le nucléaire, il est plus fiable s'il est bien contrôlé techniquement. Et la Russie il faut une bonne expertise pour le très bonne expertise, il est très fiable. La France peut se targuer d'avoir des taux de coupure d'énergie électrique qui sont de l'ordre de 0,000,2%. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent cette énergie-là, mais en prenant justement la matière qui permet à ces centrales de tourner ici chez nous en Afrique, principalement au Niger.
Donc pourquoi pas, à partir du moment où nous avons la configuration de ces 3 États qui se sont mis ensemble avec cette charte d'Iptako-Gourma, et il faut qu'ils aillent vers une fédération des États, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. Et à ce moment que, dans leur démarche, je souhaite que ce ne soit pas des démarches en solo, parce que ils ont déjà signé un accord dans le sang, n'est-ce pas, de nos ancêtres, c'est-à-dire se mettre ensemble pour développer leur espace. Vous voulez des approches beaucoup plus concertées avant justement d'implémenter ce genre de projet, patient parfait, oui, et pas des pays qui vont de façon, du moins en solo, auprès d'un partenaire comme la Russie, chacun qui y va pour demander une centrale nucléaire, ou du moins l'aide pour l'installation d'une centrale nucléaire. C'est bien ce que vous dites, patient parfait. C'est le drame qui a été à l'objet de notre retard avec le monde unipolaire. On voit le Banque mondiale, le FMI, le Club de Rome, de Paris, la France, sommet France-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, et chacun de nos pays y allait, n'est-ce pas, de manière individuelle pour négocier un certain nombre de petites initiatives, et donc c'est ce à quoi cela aboutissait. Il faut qu'on soit dans la logique de l'intégration. L'intégration de nos espaces, l'intégration de nos politiques économiques, l'intégration de nos politiques de défense, l'intégration de nos philosophies, même à la fois culturelles et même civilisationnelles. Il faut tout intégrer. Il faut qu'on commence à voir des choses de manière imbriquée. Continuer cette marche en avant, chacun de nous essaie de faire comme il peut. J'essaie de voir, chacun veut avoir sa compagnie aérienne, je ne sais pas à quoi ça sert. Pour moi, ce sont des gouffres à soupe inutiles. Pourquoi ne pas faire cette compagnie, comme ce fut le cas de Air Afrique, même si l'expérience avait fait long feu. Donc, vous diront que cela entre dans le cadre des relations strictement bilatérales entre la Fédération de Russie et chacun de ces pays de façon individuelle, pris de façon individuelle, patient parfait. Oui, mais nous avons... Russie, Mali, Russie, Burkina Faso, Russie, Niger. Dans le cadre des relations bilatérales, chacun a bien le droit de demander ce qu'il veut. Nous ne disons pas non, mais l'Afrique a accusé tellement de retard qu'on peut faire l'économie de ses orgueils nationaux. N'est-ce pas? Ça, c'est donner l'impression que chaque État, individuellement pris encore un pan de souveraineté qui veut sauvegarder. L'Afrique n'a pas besoin de cela. De toute façon, on l'a vu encore dans ce passé récent, on a vu comment le ciel africain était couvert par des aéronefs civils qui transportaient les Africains, mais qui n'avaient rien fait à voir avec l'Afrique. Il faut que nous, comment dire ça, qu'on soit dans les joint ventures qui nous permettent de minimiser les pertes et de bonifier, n'est-ce pas, les acquis. Moi, je suis, c'est mon point de vue, pour des projets intégrateurs pour ce qui concerne les infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires, pour le transport aérien, de façon concertée, qu'on crée des compagnies, n'est-ce pas, au niveau des États des sous-régions qui vont servir et desservir toutes ces sous-régions-là, qui seront, comment dire ça, l'organe de l'Afrique de manière progressive sur le plan international. Je ne dis pas que les initiatives comme celles qui sont prises sont une mauvaise chose, mais j'ai l'impression qu'on pouvait faire un pas qualitatif en sautant, en allant très vite vers des politiques d'intégration assez fortes, et ça va être la meilleure manière pour nous de préparer justement la fédération et l'unité politique de notre continent, parce que il faut paver, n'est-ce pas, cette ambition-là par sur le plan économique, des initiatives qui font que chacun de nous se sente impliqué dans la marche de ces initiatives-là. C'est comme ça que je vois. Je vois par exemple l'industrie cotonnière. Vous savez pertinemment que le Mali est un grand producteur de coton. Je crois que c'est le premier aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Le Burkina aussi, le Niger aussi. Pourquoi ne pas commencer à envisager de grosses sociétés, n'est-ce pas, de transformation de ce coton en textile et tout ce que vous voulez, mais que dans le cadre d'une intégration affirmée, assumée. Je crois que le tissu burkinabé, le faso d'Anfali, c'est comme ça qu'on l'appelle, sera peut-être une marque de fabrique de l'Afrique de l'Ouest, sans oublier le Bogolan. Et puis progressivement, nous allons, nous aussi, sur le plan international, maintenant à tutoyer ceux qui nous vendent souvent de la camelote. Quand on parle de tissu wax, allez, n'est-ce pas, aux Pays-Bas, dans cette ville où ce tissu wax que tout le monde, nos femmes veulent laborer, est fabriqué.
ne porte ce tissu là-bas. C'est encore qu'on pense que, alors qu'avec que nous avons, avec le génie de nos créateurs, de nos designers, mais surtout avec l'héritage textile, n'est-ce pas, que nous avons, nous pouvons créer des modes authentiquement africains et nous allons couper, n'est-ce pas, ce pas important de ce marché-là qui est encore entre les mains des Occidentaux. C'est une autre forme de colonisation économique dont on ne parle pas assez. Et cela ne peut être possible que si nous intégrons nos forces, nous intégrons nos intelligences, nous intégrons nos philosophies de développement économique. Et je crois qu'à à partir de ce moment-là, nous verrons très bien que nous allons aller très vite. On dit souvent que seul, on va assez vite, on va très vite même, mais ensemble, on va assez loin. Et c'est ce que j'espère pour l'Afrique aujourd'hui et tous les groupes souverains africains. C'est les groupements souverains africains qui sont dans le processus d'intégration. Je souhaite que nous insistons là-dessus pour que nous ne recommencions pas à reproduire les mêmes erreurs que par le passé avec les Bantoustans qu'on nous a légués et qu'on appelle abusivement État. Merci à vous. Alors, les codes d'Arcé sont affichés. Vous pouvez également participer à l'émission en donnant votre point de vue sur les différentes thématiques de ce soir, parlant justement de cette initiative du Bénin qui devrait donc envoyer 2000 soldats du côté d'Haïti, ou encore la volonté du Mali de se doter de centrales nucléaires et solaires. Professeur Serge Soro, êtes-vous également de ceux qui pensent qu'on aurait pu marquer un pas qualitatif en allant vers un partenaire comme la Fédération de Russie, mais de façon beaucoup plus concertée, au lieu d'y aller de façon individuelle? Aujourd'hui, le Mali qui demande ses centrales nucléaires, le Burkina qui demande les siennes de son côté, le Niger forcément également. Est-ce que vous pensez qu'on devait adopter une approche beaucoup plus concertée vis-à-vis de ce partenaire, compte tenu justement de la dynamique qui est impulsée, parlant de la charte de Liptako Gourma qui a été ratifiée au mois de septembre 2023? Absolument, puisqu'il s'agit déjà d'une micro-fédération. Moi, je pense qu'il y a eu... Bon, j'espère qu'il y aura, n'est-ce pas, cette démarche cohérente de hiérarchisation des priorités et de répartition des rôles. Parce que je vois très bien la Russie elle-même gênée de devoir construire 4 centrales nucléaires dans cette zone d'Afrique. Ce qui est difficile quand on sait comment se construit une centrale nucléaire. La France est dans les balbutiements de ses EPR depuis une vingtaine d'années. Professeur Soro, vous gardez la parole. Je vais revenir vers vous dans quelques instants.